Bonjour à tous. Alors, un peu intimidant, hein, parce que là, on vous a eu des groupes de personnes, puis moi, je me retrouve tout seul sur scène. Où sont les autres, j'ai envie de dire. Puis, j'ai pas le sujet forcément le plus facile de tous. J'ai celui qui est peut-être le plus réglementaire. Ma tâche de la matinée, c'est de vous expliquer un petit peu, on en a entendu parler plusieurs fois, ce que c'est que ce fameux RG2A. Donc, ce fameux RG2A 4, pour être précis. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je bip. Par où? Hop. Par là-bas. Hop. Non, toujours pas. Hop, hop, je vais y arriver. Ah, c'est bon. Donc, avant de vous rentrer un petit peu dans le détail, je vous rassure, je sais qu'il est un peu tard, je ne rentrerai pas trop dans le détail non plus. Une petite introduction sur les origines de ce document. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que on parle de la version 4, il y a eu des versions précédentes. Donc pourquoi on a fait une mise à jour? Principalement, il y a deux raisons. La première raison, c'est une raison d'évolution réglementaire. Donc il y a eu, Fernando l'a cité tout à l'heure, une directive européenne, 301-549, qui est effectivement une directive européenne sur l'accessibilité des services publics. Et donc, comme toutes les directives européennes, a nécessairement été transposée dans la loi française. Et en parallèle, on a eu différentes lois en France qui ont mis à jour la loi qui existait, qui était l'article 47 de la loi février 2005. Donc on a eu la loi numérique, puis la loi travail, qui ont apporté des évolutions sur le contexte réglementaire. Donc ça, c'est du point de vue, je dirais, vraiment du cadre dans lequel s'inscrit l'évolution de ce document. Et puis, en parallèle de cette évolution réglementaire, il y a aussi une évolution des normes. Donc les normes, principalement, c'est la norme internationale, donc les fameuses WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Et puis de l'autre côté, cette norme WCAG, elle a donc évolué en version 2.1. Elle a été reprise dans une norme européenne qui a aussi été citée. Et donc c'est la transposition aussi de cette évolution du point de vue normatif dans le RG2A, puisqu'on reviendra dessus, le RG2A en soi n'est pas une norme, le RG2A est une façon de vérifier la conformité à des normes qui existent, donc principalement la norme européenne et la norme internationale. Alors, je vais essayer, ça marche? Oui, non? Voilà. Donc RG2A, il a aussi changé de nom au passage, puisque le contexte réglementaire a évolué et que le contexte réglementaire impose maintenant des obligations aux entreprises privées, ce qui n'était pas le cas. Donc on était avant sur le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, on est passé sur le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc c'est un document qui est principalement structuré en deux parties. Une partie qui va être la partie mise en œuvre, règles de mise en œuvre, donc ce fameux contexte réglementaire, et comment vous allez devoir respecter ce contexte réglementaire. Donc c'est notamment dans cette partie que vous allez trouver tous les détails sur qu'est-ce qu'il faut publier, donc les fameuses déclarations de conformité, les schémas, les mentions en page d'accueil, les durées de validité, etc., etc. Je reviendrai encore une fois dessus. Et de l'autre côté, la fameuse méthode de vérification. Donc encore une fois, c'est simplement la façon de vérifier la conformité à une norme internationale qui est détaillée et précise et qui s'adresse essentiellement à un public dont c'est le métier, dont c'est le travail quotidien de vérifier, pas forcément quotidien, mais en tout cas dont c'est une des activités de vérifier la conformité à cette norme. Ce n'est pas en soi un document qui est fait pour être pédagogique, pour être formateur, pour vous aider à développer mieux ou à designer mieux. Quand vous passez au contrôle technique, le contrôle technique, il y a quelqu'un c'est son travail de faire le contrôle technique. C'est pareil, il y a des gens qui construisent des voitures, il y a des gens qui font le contrôle technique. Donc, petit rappel des obligations. Donc, on a principalement trois obligations. Une obligation qui est de publier une déclaration d'accessibilité. Donc, ce qui est important, c'est que cette déclaration d'accessibilité, elle devra bien évidemment être disponible sur chacun des services qui sont couverts par la loi. Donc, ici, avant, on parlait souvent de l'accessibilité des sites Internet. La loi
en fait, elle prévoyait déjà plus de cas, mais la loi a vraiment rendu encore plus visible. Donc maintenant, on parle vraiment des sites Internet, des sites intranet, des sites extranet, mais aussi des applications mobiles, des progiciels et du mobilier urbain connecté. Bon, si vous savez ce que c'est, vous m'expliquerez. Mais principalement, ça va être tout ce qui est bornes interactives que vous pouvez trouver en agence, éventuel mobilier effectivement dans la rue qui serait connecté ou ce genre de choses. Donc chacun de ces services va devoir présenter cette déclaration. Donc c'est effectivement, on peut très vite aller sur des nombres très importants. Quand vous êtes un ministère ou une entreprise au 440, vous n'avez pas un site. Vous en avez des dizaines, des centaines, des milliers. Orange tout à l'heure disait 1000 outils internes, sans doute même plus dans certaines structures. Donc on est sur un volume très très important. Le deuxième point, ça va être le schéma d'accessibilité numérique. Ce point-là, c'est une nouveauté par rapport à l'évolution réglementaire, qui n'était pas effectivement une obligation du point de vue de la directive européenne, donc c'est une spécificité française, mais elle a un intérêt majeur. L'intérêt majeur qu'elle a, c'est qu'elle va permettre d'intégrer l'accessibilité numérique comme un sujet transverse et un sujet pérenne. Le problème qu'on a sur l'accessibilité, c'est que malheureusement, on l'a vu, et ça a été dit par beaucoup de personnes lors des tours de table précédents, c'est un sujet qui est assez ou trop peu connu actuellement. Et ce qui se passe, c'est qu'on a parfois des gens qui sont moteurs sur le sujet, qui se saisissent du sujet, qui vont porter des projets très 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 loin, jusqu'à des labels, mais le jour où ces personnes s'en vont, tout disparaît. Quand je dis tout disparaît, ça ne veut pas dire que le site en lui-même disparaît, mais la prise en compte de l'accessibilité disparaît parce que la personne qui était moteur sur le sujet, simplement a changé de poste, ou est partie dans un autre ministère, ou a changé de service. Et donc on n'a pas, la majorité du temps, à l'heure actuelle, ce sujet-là qui est pris de façon régulière et comme n'importe quel autre sujet. À l'heure actuelle, sur les sites Internet, vous gérez du référencement, vous gérez de la sécurité, vous gérez de l'ergonomie, vous gérez déjà plein de sujets. C'est juste un autre à prendre en compte, et il faut le prendre en compte de façon pérenne et régulière. Donc ce schéma, il est vraiment à la fois opérationnel, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation, mais il va aussi être porté sur les éléments de services généraux ou de services centraux qui aident à produire le numérique. Donc typiquement, dans vos équipes, demain vous faites un recrutement d'un développeur, est-ce que dans la fiche de poste on a mentionné l'accessibilité ? Vous passez des contrats avec des prestataires, est-ce que dans les contrats qui sont passés avec les prestataires, l'accessibilité et la conformité à l'accessibilité est un point qui est mentionné dans des clauses bien précises, avec des processus de recettes bien précis et bien identifiés. Donc tous ces points sont des éléments effectivement qui sont de nature à pérenniser le sujet. Et également c'est intéressant parce que c'est des éléments qui vont permettre aussi d'industrialiser un petit peu le sujet et de prendre un petit peu de hauteur quand vous gérez un parc de sites et que vous ne gérez pas un site par-ci et un site par-là. On peut avoir des actions qui sont des actions transverses et qui donc vont permettre des économies d'échelle. Par exemple, si on prend le sujet des vidéos, plutôt que traiter individuellement chaque vidéo une par une, si de façon globale il peut y avoir un marché sur l'ensemble d'une entité pour que l'ensemble des vidéos produites pour l'ensemble des sites internet soient sous-titrées, vous allez avoir des économies d'échelle puisqu'en termes de volume, les coûts les prix, je dirais, de sous-titrage sont moindres plus vous avez de volume à traiter. Dernier point, c'est la mention de la conformité en page d'accueil. Donc la mention de la conformité en page d'accueil, c'est simple, en bas de la page, où vous voulez dans la page, il faut qu'il y ait écrit ce que vous avez obtenu comme résultat. Donc principalement, vous serez soit non conforme, soit partiellement conforme, soit conforme. Très probablement, la majorité des gens seront partiellement conformes. Et cette mention doit renvoyer justement vers une page accessibilité qui va contenir la déclaration, le schéma et le plan d'action de l'année en cours. Les règles de mise en œuvre de ce RG2A, en fait, elles passent par, je dirais, 3 grandes ou 4 grandes étapes. La première étape, ça va être de faire un petit peu un état des lieux, donc une évaluation. Déjà, ne serait-ce que savoir combien de sites vous gérez. Moi, ça m'arrive assez régulièrement d'aller dans des grandes entreprises où ils ne savent pas combien ils ont de services. Donc déjà, il y a une cartographie à faire. Alors, on a un peu de chance, c'est qu'il y a RGPD qui est passé par là. Donc ce travail-là, dans les très grosses entreprises, il a déjà été fait
pour des questions de réglementation RGPD. Et donc, identification des services et évaluation du niveau d'accessibilité des différents services. Une fois que l'audit a été fait, l'analyse a été faite, on va entrer dans une phase de consignation. Donc c'est là qu'on va produire les fameuses déclarations, puisque c'est elles qui, légalement, doivent être publiées pour chacun des services. On a ensuite une phase d'organisation. Donc comment on s'organise pour améliorer. Et là, c'est le fameux schéma qui va rentrer en ligne de compte. Et donc la dernière étape, c'est la communication de ces éléments et la télétransmission à terme de ces éléments à l'administration. Donc, la partie évaluation, je l'ai dit, pour chaque site, l'idée, c'est de faire une analyse, un audit. Donc, c'est vraiment chaque entité numérique qui va devoir être analysée, donc tous les intranets, tous les extranets, toutes les apps, tous les logiciels immobiliers, etc. Donc, comment on fait? Le RG2A vous explique que vous devez constituer un échantillon, que cet échantillon, il doit contenir certaines pages qui sont des pages qu'on va considérer comme étant obligatoires. Donc, par exemple, la page d'accueil, la page de contact, les mentions légales, parce que ce sont des éléments clés sur un site. Et puis, un certain nombre de pages qui seront décidées par vous-même, ou du moins par les équipes qui gèrent le projet, puisque chaque projet est à même de lui-même savoir quelles sont les pages importantes, ou les plus représentatives des contenus et des fonctionnalités qu'on va trouver. Donc, par exemple, évidemment, sur un site serviciel dans lequel il y a des démarches en ligne, l'ensemble des étapes d'un processus de service en ligne doit être analysé. Sinon, si vous avez un trou au milieu d'une des étapes et qu'il y a une des pages au milieu du processus qui n'est pas accessible, au final, la personne ne pourra pas compléter l'ensemble de son parcours. En fonction des sites, ça sera des pages où il y aura le plus de trafic, des pages qui auront une valeur plus importante que d'autres, des pages qui vont contenir des éléments multimédia, des tableaux, des images. L'idée, c'est de trouver un petit peu un ensemble de pages qui est vraiment caractéristique des contenus et des services que vous trouvez et que vous mettez à disposition des utilisateurs. Une fois que vous avez fait effectivement cet échantillon représentatif, c'est là qu'entre en marche la méthode de thèse, la méthode de vérification, donc la partie technique du RG2A, et donc on va vérifier la conformité à la norme européenne et à la norme internationale au travers du RG2A, l'ensemble de ces pages. Et ce travail donne lieu effectivement à un calcul, il a été mentionné, le fameux taux de conformité à la norme, qui va vous permettre de dire si vous êtes à 50, 60, 70, 80, 90 ou à 100% si vous êtes la licorne que personne ne connaît. Donc évidemment, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail qui demande des compétences. Donc forcément, quand on découvre le sujet, on a beau être une très grosse entreprise, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut être réaliste aussi. La loi demande et impose des obligations de publication de ces documents à octobre 2020, notamment pour les entreprises privées. Mais à l'heure actuelle, en France, vous avez, pour être très très généreux, 10 sociétés qui travaillent sur le sujet où il y a entre 5 et 10 personnes. Donc imaginez bien que de toute façon, il est fortement probable que tous les sites et tous les services ne soient pas tous audités d'ici à octobre 2020. C'est juste humainement pas possible de toute façon à l'heure actuelle. L'idée, c'est vraiment que les entreprises et les administrations, mais qui en théorie devaient déjà être dans cette logique-là de manière antérieure, puisque la loi existait depuis bien avant pour les administrations, doivent s'inscrire dans une démarche dans laquelle elles commencent, elles progressent, et il faut, à bout d'un moment, effectivement, il faudra qu'il y ait des résultats, bien entendu. C'est pas juste de dire il y a une loi et puis on brasse de l'air. Voilà, il y a des choses à produire, mais ça va mettre du temps. Après, ça sera effectivement aux usagers aussi un moment de réclamer, malheureusement, on en passe encore par là, de dire voilà, c'est pas normal, vous deviez vous mettre en conformité, vous ne l'êtes pas, et il y a des sanctions qui existent, et on verra comment ces sanctions vont aussi être employées. La partie consignation, donc la fameuse déclaration d'accessibilité, donc là on est sur quelque chose de très borné, il y a un formalisme à respecter, qui est en fait le même formalisme que celui qui est légèrement adapté de celui de la directive européenne. On doit déclarer d'un état de conformité, donc ce fameux conforme, partiellement conforme ou non conforme. On doit lister les contenus qui ne sont pas accessibles. On doit éventuellement lister les dispositifs d'assistance et de contact.
C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a un problème sur votre site, il doit y avoir quelqu'un au bout du fil ou au bout de l'email qui va répondre et qui va dire « Ah oui, ok, on va faire ci et ça pour répondre à votre demande ». Il y a aussi quelque chose qui existe qui s'appelle le droit à compensation. Pour des raisons X ou Y, à un moment donné, vous n'avez pas pu rendre accessible quelque chose, la personne a quand même le droit d'accéder à l'information. Donc il faut qu'elle puisse vous le demander, et après vous pourrez lui fournir sur demande par un moyen qui lui conviendra. Donc mécanisme de contact, et moyen aussi, un rappel générique de moyens de saisir le défenseur des droits en cas vraiment de problème, de non-réponse sur ce sujet-là de la part d'une administration ou d'une entreprise. Donc ces éléments-là, ils vont être propres à chaque site, bien évidemment, mais encore une fois, il y a des choses qui peuvent être factorisées. Quand vous allez avoir typiquement dans une entreprise le même gestionnaire de contenu qui est utilisé et qu'un problème est détecté sur le gestionnaire de contenu lui-même, si c'est le même qui est utilisé sur tous vos sites, très probablement vous aurez le même problème sur l'ensemble des sites. Donc il y a des éléments aussi qu'on peut factoriser en termes de contenu de ces déclarations. Le schéma, lui, a un formalisme qui n'est pas imposé. Le RG2A contient des exemples de choses que vous pouvez mentionner dans le schéma, mais en tant que tel, la forme et le contenu exact n'est pas imposé. En gros, l'idée, c'est de présenter la politique de l'entité concernée au sujet de l'accessibilité numérique et de traduire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, cette politique au travers d'actions sur 3 ans maximum pour inscrire le sujet de manière pérenne et transverse. Donc ça va être à la fois de l'opérationnel, ça va être du RH, ça va être du juridique, ça va être du budgétaire, ça va être du planning, ça va être de la communication, que ce soit de la communication extérieure ou interne. Évidemment, quand on est une entreprise ou une administration avec plusieurs milliers de personnes, si le sujet, personne n'en parle, forcément les gens ne vont pas le traiter. Et le dernier point, donc la partie communication, donc je l'ai dit, mention en page d'accueil, page d'accessibilité contenant les déclarations, le schéma, les plans d'action, et la fameuse transmission à un téléservice. Donc ça, c'est effectivement toute la partie réglementaire qui vous est demandée dans le cadre de ce RG2A. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette réglementation, rien ne garantit qu'elle ne va pas aussi continuer d'évoluer à l'avenir, notamment puisque ce qui concerne les entreprises privées, il y a aussi une autre directive européenne qui est en cours de transposition, qui va imposer plus largement à quasiment la totalité des entreprises privées, hormis les TPE, PME, une certaine obligation et un certain niveau d'obligation en matière d'accessibilité numérique. Donc il est probable que de nouveau, on ait un cycle réglementaire qui fasse jour au moment de cette transposition. Et les normes elles-mêmes aussi continuent d'évoluer, parce que le web continue d'évoluer, et donc les usages continuent d'évoluer, et il faut bien que les normes suivent un peu les évolutions sur le sujet. En termes de délai, grosso modo, dès maintenant, dès que vous sortez un nouveau site internet, un nouveau site intranet, un nouveau site extranet, vous devriez afficher, dès la sortie du site, la déclaration de conformité dessus. D'accord ? Donc, si demain, vous avez dans des projets dans vos cartons et que vous commencez à travailler dessus, pensez à intégrer ce sujet-là dès le départ. Ça l'a été dit aussi dans les tables rondes. Plus tôt vous intégrerez le sujet, moins, en termes de coûts, ça sera compliqué derrière de revenir corriger a posteriori. Pour les dates que vous avez là, ce sont les dates qui s'adressent essentiellement aux administrations. Donc on est sur une date de septembre 2020 pour publier les déclarations pour tous les sites qui avaient été publiés avant septembre 2018. Pour les entreprises privées, ça sera octobre au lieu d'être septembre. Et juin 2021 pour tout ce qui concerne les progiciels, le mobilier urbain numérique et les applications mobiles. Donc on a un petit peu plus de temps pour les déclarations sur cette partie-là. Les fameuses sanctions. Donc les fameuses sanctions ne sont pas en réalité dans le décret. Les mêmes choses, les délais ne sont pas dans le... Non, pardon, les délais et les sanctions ne sont pas en elles-mêmes dans le RG2A, elles sont dans les décrets d'application de la loi. Donc en cas de non-communication, ça a été bien précisé aussi par Fernando tout à l'heure, les sanctions ne portent pas sur la non-accessibilité, elles portent sur la non-publication de ces éléments. Donc si vous ne publiez pas le schéma, si vous ne publiez pas les déclarations, là il y a un risque de sanction
qui sont donc de l'ordre de 2 000 € pour les communes de moins de 5 000 habitants et de 20 000 € pour les autres cas. Mais encore une fois, attention, c'est par site, par intranet, par extranet, par application. Donc on parlait de nos amis d'Orange de tout à l'heure, hein, qui ont 1000 outils en interne. Bah, vous faites 1000 outils multipliés par 20 000, ça commence déjà à faire un certain montant. Alors, on agite un petit peu cette amende, elle fait peur un petit peu à tout le monde. Après, il faut être réaliste aussi. Même chose, du côté de l'administration, tout ça va mettre un certain temps à se mettre en place. Donc je ne sais pas si, effectivement, à date de septembre 2020, le lendemain, des amendes vont commencer à partir ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas de visibilité là-dessus. Mais en tout cas, il y a une amende théorique sur ces éléments-là. La partie dont on ne parle pas, mais qui existe pourtant, et qui est souvent fortement oubliée, c'est qu'on a aussi en France quand même des lois sur la discrimination, et notamment une loi sur la discrimination à l'accès à un bien ou un service. À l'heure actuelle, les associations n'ont pas été très acharnées sur ce sujet-là pour les sujets numériques. Il n'y a pas eu de procès en matière d'accès à un bien ou un service sur des contenus numériques. Mais le jour où, à octobre 2020, on va voir sur des grands acteurs privés ou publics des gens qui commencent à dire « je ne suis pas conforme, je ne suis pas conforme, je ne suis pas conforme », on peut penser qu'effectivement un certain nombre d'associations vont logiquement commencer à se saisir de façon un peu plus forte du sujet et à logiquement vouloir faire valoir leurs droits. La méthode de vérification en elle-même, donc évidemment, je vous rassure, il est déjà tard, je ne vais pas rentrer sur l'ensemble du contenu, parce qu'on a quand même 13 thématiques, donc pas de nouveauté en tant que telle sur ces 13 thématiques. Pour ceux qui étaient familiers des RG2A précédents, c'est les mêmes thématiques qui ont été conservées. On a 106 critères, donc évidemment, ça ne veut pas dire que ces 106 critères vont s'appliquer sur votre site. Par exemple, il y a tout un tas de choses qui concernent les vidéos. Si vous n'avez pas de vidéo, les critères ne sont pas à appliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 106 critères, quand vous les testez, quand vous les vérifiez, c'est ce qui vous permet de vérifier, encore une fois, la conformité à la norme. Donc les fameuses WCAG 2.1 au niveau AA, donc A plus AA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est un moyen de vérifier la conformité à la norme et que c'est un outil de travail pour les gens dont c'est le métier de vérifier la conformité à la norme. Alors, comme je n'ai pas justement envie de vous fatiguer à vous lister les 106 critères, je vous ai pris quelques exemples. Ces exemples, grosso modo, ce qu'il faut savoir par rapport à la version existante du RG2A et cette nouvelle version, les grosses évolutions qui ont eu donc, dans la norme et qui se traduisent dans le RG2A sont la vérification de certains éléments qui vont en particulier concerner 4 points, qui vont être une meilleure prise en compte du contexte mobile, une meilleure prise en compte de la malvoyance, notamment, une meilleure prise en compte du handicap cognitif et une meilleure prise en compte de tout ce qui est système de navigation à la voix ou reconnaissance vocale. Alors, premier exemple, c'est un critère, un nouveau critère qui existe dans la norme, qui est ce qu'on va appeler la gestion du contenu additionnel au survol. Donc, en gros, c'est quand vous allez afficher quelque chose par-dessus quelque chose d'autre, quand vous bougez votre souris, par exemple, sur un élément. Donc typiquement, ici, je vous ai pris un petit bouton et on va voir le problème que ça peut représenter. Alors, si ça marche, je ne sais pas, parce qu'au début, j'avais prévu de faire des démos avec mon ordinateur, mais j'ai finalement pas mon ordinateur. Alors, ça bouge, merveilleux. Donc je vais faire l'audio description. Donc ici, je bouge ma souris sur le bouton. On a une infobulle qui apparaît. Vous voyez que je bouge ma souris pour lire l'infobulle et l'infobulle disparaît. Donc là, je suis dans un contexte de navigation Zoom, pour les personnes malvoyantes. Ici, la version accessible, vous voyez que je peux bouger ma souris sur l'infobulle et je suis capable de lire l'infobulle. Donc ça, c'est des petites choses, hein, mais évidemment, pour quelqu'un qui est en zoom d'écran, donc qui constamment navigue dans cette configuration-là, peut constituer un vrai blocage d'accès à l'information. Donc ce point-là était un point qui n'était pas présent dans les précédentes versions de la norme, et donc qui n'était pas vérifié, et qui maintenant est vérifié au travers du RG2A. Deuxième exemple, qui ici va concerner plutôt les utilisateurs de lecteurs d'écran, donc soit des personnes malvoyantes, soit des personnes non-voyantes, principalement. On va vous demander de permettre de connaître
qu'on va appeler les changements de statut, c'est-à-dire votre application, votre site internet, ces éléments vont avoir des états. Donc par exemple, quand vous recherchez un certain nombre dans un moteur de recherche, vous faites une recherche, on vous dit il y a X résultats. Si vous appliquez un filtre, ce nombre de résultats va être mis à jour. Donc cette mise à jour que vous voyez à l'écran, quelqu'un qui ne voit pas a besoin de savoir qu'il y a une mise à jour. Et donc il faut qu'au travers de son lecteur d'écran, elle soit capable d'avoir connaissance de ces éléments-là. On va y arriver. Voilà. Donc ici, j'active un lecteur d'écran. Je vais me faire la synthèse vocale. Je prends le focus sur la lecture sur le champ de formulaire. Ça me dit que je dois choisir. J'ai une liste au fur et à mesure que je saisis le texte qui apparaît, mais il n'y a aucune annonce qui m'est faite, qu'il y a des suggestions de saisie. Et après, quand j'essaye de naviguer dans la liste, les mots en plus sont lus de manière coupée pour des raisons de mise en forme. Sur la version accessible, même chose, je saisis mon texte, j'ai une annonce qu'il y a X suggestions qui apparaissent, et évidemment, elles sont mises à jour de façon dynamique, et quand je choisis, je navigue à l'intérieur des suggestions, on me dit c'est 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4. Donc tout ça, encore une fois, ce sont des petites choses, mais c'est des petites choses qui, dans un contexte évidemment où ce formulaire ou ces suggestions de saisie, en réalité, souvent n'en sont pas. Typiquement, on prend ne serait-ce que la saisie d'une adresse. On a beaucoup de formulaires comme ça où vous avez une suggestion du code postal et qu'en réalité vous êtes obligé de choisir dans les suggestions, vous ne pouvez pas le saisir à la main malheureusement. Donc si on a ce genre de mécanisme-là et que ce genre de mécanisme-là n'est pas rendu accessible, bah vous ne pouvez pas saisir votre adresse et donc vous êtes bloqué, vous ne pouvez ni créer votre compte, ni valider votre démarche, etc. Donc tous ces petits points, encore une fois, peuvent vraiment créer des blocages d'accès ou d'utilisation d'un service. Dernier exemple, la notion de facilité pour des utilisateurs ou des outils de reconnaître ce qu'on leur demande en matière de saisie dans un formulaire. Bien évidemment, en fonction du handicap et en fonction des capacités de la personne, il y a du texte, il y a des intitulés pour les champs, mais parfois les gens ne comprennent pas, ou n'arrivent pas à lire, ou n'arrivent pas à se souvenir. Et donc, il est important d'aider à la fois à reconnaître ce qu'on va demander en termes de saisie, et à la fois à faciliter la saisie. Puisque, bien évidemment, pour quelqu'un qui navigue au clavier ou qui navigue avec un lecteur d'écran, plus on va lui faciliter la saisie ou le pré-remplissage des formulaires, plus ça sera facile pour elle d'aller au bout de ses démarches. Donc, dans ce dernier exemple, ici, on a mis en place des mécanismes de remplissage. Donc ici, sur la version accessible, vous voyez, j'ai juste à faire un clic, automatiquement tout mon formulaire est rempli. Sur la version non accessible, j'essaie de faire la même chose, et en fait, il remplit de façon incorrecte le formulaire. Également, vous voyez qu'ici, en fonction, j'ai juste appliqué un petit style qui fait que, automatiquement, à partir du code de la page, un outil va être capable d'ajouter des icônes qui vont aider à la reconnaissance de certains champs de formulaire. Donc, notamment pour les personnes qui ont certains types de handicap cognitif, qui utilisent une communication qui passe énormément par l'iconographie. C'est des éléments qui peuvent être indispensables pour arriver à savoir ce qu'on lui demande de saisir dans les formulaires. Donc voilà pour quelques petits exemples. Bien évidemment, très loin d'avoir tout couvert. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui existent sur l'accessibilité. Le RG2A existe, il y a d'autres choses qui existent. Il y a des méthodes de mise en œuvre. Société à Talent qui fait une méthode qui s'appelle Accès Web, qui est très bien. Il y a des notices qui existent. Il y a des ressources complémentaires qui ont été faites les années précédentes sur le RG2A. Il y a déjà du matériel qui existe. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir accès à l'information. Vous cherchez accessibilité numérique sur Internet, vous allez trouver tout un tas de choses. Donc, ce qui est important de comprendre, comme je disais tout à l'heure, c'est au-delà de ce renforcement du contexte réglementaire, c'est vraiment que maintenant, il faut y aller, en fait, tout simplement. Et qu'il faut éviter de faire comme on l'a trop fait, peut-être, sur le bâti, de dire « Ah ben non, je peux pas », et puis en fait, au bout de 20 ans, je peux toujours pas, et de rester dans un immobilisme.
L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez avancer sur le sujet. Bien évidemment, le RG2A4 n'est pas parfait, il va continuer à évoluer. On vous invite à échanger soit via une mailing list, soit désormais sur un compte GitHub pour ceux qui connaissent, pour pouvoir déposer des problèmes quand ils détectent un problème. Également des éléments qui ont été demandés, qui sont encore en cours de production, une fameuse note de révision entre la version 2 et la version 3 qui est disponible depuis ce matin sur le site également. Alors n'hésitez pas à, au fur et à mesure où vous rentrez dans le sujet, faire vos retours sur ce document, et on a vraiment volonté à ce qu'il évolue en fonction des retours qui soient proposés. Merci beaucoup.